Très tôt, j'ai fait l'expérience de 3 choses. La première, que les mots peuvent faire mal, très mal, et qui peuvent laisser des traces très longtemps. La deuxième, qu'un enfant qui n'est pas écouté dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, perd confiance en lui. Et que même s'il peut paraître en situation de réussite vu de l'extérieur, il peut être en grande souffrance à l'intérieur. La troisième, qu'il peut y avoir un décalage très important entre les belles intentions de l'adulte et la réalité de ce que l'enfant vit et l'impact que ça a sur lui. Car s'il y a bien une chose que je voyais, c'était les belles intentions de l'adulte. Et encore maintenant, je dis, je n'ai jamais vu un adulte qui ait des mauvaises intentions pour les enfants dont il s'occupe. Ils veulent tous qu'ils soient heureux et épanouis. Mais dans la réalité, combien d'enfants le sont vraiment? Et combien d'adultes, de parents, d'enseignants sont heureux de la qualité de relation qu'ils vivent avec les enfants? Comme premier métier, j'ai choisi d'être professeur d'éducation physique. Déjà à l'époque, j'essayais d'inventer une forme d'autorité qui ne soit pas l'autorité pouvoir de l'adulte que j'avais vécue. Une autorité qui à la fois donne du cadre et en même temps qui permet d'être en lien avec l'être humain qu'elle élève, de le prendre en compte. Je tâtonnais par moi-même pour essayer de vivre mes convictions. Et puis, dans mon cheminement personnel et professionnel, j'ai découvert la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui m'a donné quelques clés essentielles pour pouvoir vivre la qualité de relation à laquelle j'aspirais. Et j'ai le plaisir de vous partager quelques-unes de ces clés. Alors, l'axe central, c'est le fait d'être à l'écoute de nos sensations et de nos émotions, à la fois les nôtres et aussi celles des autres. Pourquoi? Parce que ce sont les indicateurs précieux de comment va la vie en nous. Tout comme des fleurs, nous avons des besoins qui sont liés à la vie. Si nos besoins sont bien pris en compte, alors nous sommes épanouis. Et si nos besoins ne sont pas très bien pris en compte, alors il y a quelque chose qui fane en nous. Et ça va être là une des premières clés pour une éducation bienveillante, l'accueil des émotions de l'enfant. Si un enfant court, tombe et se relève en pleurant, cessons de lui dire « Allez, c'est rien » et cherchons plutôt à accueillir ce qu'il vit. « Tu as eu peur? Tu as mal ?» Et un pas plus loin, apprenons aussi à nous relier à ce qui est important pour l'enfant derrière son émotion. Si je vais au parc avec mon enfant qui joue au toboggan, puis à un moment je lui dis « Allez, c'est l'heure, on rentre ». Et que là il me dit « T'es méchante, maman !» Au lieu de lui dire « Attention, tu ne me parles pas comme ça, sinon tu vas avoir une fessée », eh bien je peux entendre ce qu'il vit et lui proposer « Est-ce que tu es furieux parce que tu voulais encore jouer au toboggan ?» Savez-vous combien c'est important d'accueillir comme ça les émotions? Les neurosciences nous montrent maintenant que jusqu'à l'âge de 6 ans, le cerveau de l'enfant n'est pas complètement développé et qu'en particulier, les zones du cerveau qui permettent de contrôler les émotions ne sont pas matures et que l'enfant vit de véritables tempêtes émotionnelles qu'il est incapable de contrôler. Et donc, ça ne sert à rien de lui parler d'une manière rationnelle. C'est l'accueil des émotions qui va lui permettre de s'apaiser. Et cette écoute empathique est aussi une des clés fondamentales pour le développement de l'estime de soi de l'enfant. Elle lui apporte une sécurité intérieure, elle lui permet de ressentir qu'il a le droit d'être qui il est. Une autre clé très importante, c'est le fait de savoir exprimer notre contrariété et de poser des limites en parlant de nous
et en faisant des demandes. Si je suis une enseignante qui va rendre un contrôle aux élèves, si vous êtes l'élève et que je vous dis 5 sur 20 à ton devoir, tu n'as encore pas travaillé, il serait temps de t'y mettre un peu sérieusement, je me demande bien ce qu'on va faire de toi. Regardez ce que ça fait à l'intérieur. Et si je vous dis plutôt, tu as eu 5 à ton contrôle, et quand je pense à tes résultats au contrôle précédent, je suis inquiète parce que j'ai vraiment envie de permettre à chacun de mes élèves de réussir. Et là, je voudrais comprendre ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu serais d'accord qu'on prenne un moment après le cours pour en parler ensemble? Je ne sais pas si vous sentez la différence. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais on n'a pas qu'un seul élève dans la classe, on n'a pas que ça à faire. Et en même temps, chacune de nos paroles a un impact. D'un côté, quand je dis ça à cet élève, il y a tous les élèves qui sentent que ça se contracte à l'intérieur et il y a quelque chose à l'intérieur qui a envie de réagir et ça sortira au premier moment. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui se détend. Et l'intention de l'adulte, qui était là tout à l'heure, mais il ne le percevait pas, là, elle est entendue par cet élève-là et par toute la classe. Et ils sentent qu'ils peuvent faire confiance à cet adulte. Bien gentil, peut-être me direz-vous encore. Et là aussi, les neurosciences nous montrent que l'enfant est empathique par nature. Et que si on lui parle avec bienveillance, les zones de son cerveau qui permettent de prendre en compte ce que l'autre vit vont se développer. Par contre, s'il vit des situations de stress répétées, ces zones de son cerveau qui lui permettent de reconnaître les émotions des autres ne vont pas se développer correctement. Et ça va être le début du manque de respect, des conflits, et ça risque de l'impacter toute sa vie. Et la difficulté, c'est que nos modes d'éducation actuels sont basés sur la croyance que l'être humain ne sait pas distinguer le bien et le mal. Alors, on va lui apprendre, avec une éducation pleine de jugements, c'est bien, c'est mal, tu es gentil, tu es méchant, ainsi qu'un système de punition et de récompense. Et ça entraîne de la comparaison, de la compétition, ça impacte l'estime de soi, et puis ça apprend aussi à soit se soumettre à l'autorité, soit ça suscite de la rébellion, du coup potentiellement de la violence, et en tout cas la reproduction de ce système de domination du plus fort sur le plus faible. Un autre regard est possible, et ça change tout. Si on voit l'être humain comme un être sensible qui aime avant tout contribuer au bien-être des autres, alors on va l'éduquer avec l'écoute de ce que vit l'enfant, l'expression de ce que nous vivons nous en tant qu'adultes, et puis une gestion des conflits qui va chercher à prendre en compte les besoins de chacun. Et là, se développe naturellement la coopération, ça renforce l'estime de soi, ça développe la créativité, la responsabilité et le respect de chacun, quelle que soit sa place. Alors, quel monde voulons-nous? Un monde où l'enfant, puis l'adulte qui devient, va agir par peur de l'autorité et des sanctions? Ou un monde où l'enfant, puis l'adulte qu'il devient, va agir à partir de la conscience